vient d'ailleurs de tester avec Alicia Mazouz, donc, qui nous fait le plaisir de venir de l'Université catholique de Lille. Donc, Alicia est maîtresse de conférence à l'Université catholique de Lille et membre de l'IRJS de Paris Panthéon-Sorbonne. Et on a testé en fait un exercice tiré de ses recherches sur la pédagogie, imager le droit. Donc là, c'est des photos-images dans le cours de droit des biens. Donc là, Alicia va venir parler finalement de ces réflexions pédagogiques qui pourraient peut-être nous permettre d'introduire plus d'images ou d'imager, plus de création, en tout cas ça c'est sûr, dans nos cours de droit. Moi j'ai été surprise de voir à quel point les étudiants finalement partaient assez facilement sur des photos, puis arrivaient à faire ressortir des concepts, en tout cas assez rapidement à résumer finalement les quelques notions essentielles qu'ils avaient retenues de la séance. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Voilà, alors sans plus attendre, je pense que vous avez tous pu lire sur l'affiche le curriculum vitae d'Alicia Mazouz. Je vais laisser la parole pour qu'on ait après le temps aussi d'avoir des échanges, éventuellement pour des exercices. Parfait. Merci beaucoup Gaëlle. Merci infiniment de ton invitation. Je suis vraiment très contente de pouvoir vous présenter ce travail que j'ai mené depuis à peu près maintenant 3 ans, on va dire. C'est la première fois en fait que je m'efforce de compiler les intuitions, les expériences un peu spontanées que j'ai menées. Et je réalise que finalement, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place dans mon université. Je souhaite vraiment d'ailleurs remercier 2 de mes collègues, Caroline Croc qui travaille avec moi et qui au quotidien me donne cette énergie parce qu'elle aussi, elle partage les idées. Et je reviendrai sur ce point parce que je pense que c'est essentiel. Et puis ma collègue également, Ruth Sefton-Green à Paris 1, avec lesquelles, donc ces 2 collègues, nous avons mené depuis 3 ans maintenant, des journées pour lesquelles j'avais choisi, pour la première d'entre elles, le titre « Pédagogiquement vôtre ». Et ce titre, j'y tiens parce que c'est vraiment ma démarche aujourd'hui. La pédagogie, c'est quelque chose qu'on peut objectiver, qu'on peut diffuser, qu'on peut partager. Mais je crois, j'en suis assez convaincue, que pour être bon dans ces enseignements-là, pour avoir envie d'innover, il faut partir de ce qu'on aime faire soi. Et c'est pour ça que c'est presque une injonction, ce pédagogiquement vôtre. C'est sous-tendu, soyez vous-même aussi dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez choisir. Ne choisissez pas des techniques parce que soi-disant c'est une bonne technique, mais choisissez-la parce que vous êtes convaincu que vous serez bon, que vous arriverez à partager quelque chose avec les gens sur cette technique-là. Et donc c'est vraiment dans cette démarche-là que je m'inscris aujourd'hui. J'ai pas de formation en sciences de l'éducation, j'exclus pas d'approfondir cette dimension-là, donc j'ai aucune prétention à venir proposer une démarche scientifique, rigoureuse, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment un retour d'expérience et un partage d'expérience. Alors si vous le souhaitez, n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure de la présentation. J'espère juste, parce que parfois je sais qu'on est pris dans des discussions, comme je veux juste arriver jusqu'à la dernière slide et qu'il y en a 21, le seul objectif c'est qu'on tienne dans le temps imparti. Mais sinon, aucun souci, interrompez-moi, j'ai pas un discours linéaire prêt, voilà, au contraire ça me ferait plaisir. Donc, comme je suis quand même une bonne juriste française, je vous ai fait un plan de 2 parties. Mais vous allez voir que ces 2 parties, c'est pas vraiment parce que j'ai voulu respecter la tradition civiliste française, c'est parce que je pense que c'est essentiel de se demander pourquoi utiliser l'image. Et puis ensuite, et en réalité vous verrez vite qu'il y a un très gros déséquilibre dans mon plan, ce qui va m'intéresser c'est quelles sont les images qu'on peut utiliser, à quelle fin et dans quel objectif. Donc premier questionnement, pourquoi l'image? Alors ça c'est toujours un peu pareil, quand on veut tenter des choses en pédagogie, on a des intuitions et puis on a surtout un constat. Et le premier constat, je pense qu'on le partage. Alors là j'ai été agréablement surprise par l'attention des élèves de Gaëlle Vidrol-Mistral qui étaient, quand elle parlait, extrêmement attentifs. Ils n'avaient pas l'air de faire autre chose, ils n'avaient pas l'air d'être sur des réseaux sociaux. Ils notaient scrupuleusement, ils intervenaient ponctuellement, ils avaient l'air de la regarder avec des yeux presque éclairés. Donc je me suis dit, bon, il y a peut-être encore des étudiants attentifs et curieux, il ne faut pas désespérer. Alors moi personnellement, j'ai un amphithéâtre où ils sont à peu près 200.
Et à mon grand dam, je dois renoncer à tous les captiver en même temps. J'essaye, hein, mais j'accepte parce que sinon pour ma santé mentale, je ne suis jamais satisfaite de mes cours si mon objectif c'est de faire que ces 200 personnes sont à 100% concentrées pendant 3 heures de cours magistral. Qu'il est, vous verrez, hein, pas si magistral que ça, mais malgré tout on est limité par le nom. Donc mon premier objectif, pourquoi j'ai eu envie d'essayer d'enseigner autrement? Alors déjà, je pense que ça tient à ma personnalité, parce que je m'ennuyais à faire un cours unilatéral. Dans l'enseignement, je recherchais la confrontation des idées. Je préférais les travaux encadrés avec un groupe de 20 et 25, et c'est toujours le cas aujourd'hui, à l'enseignement magistral, donc avec l'idée plutôt d'horizontalité, et voilà, ça me correspond moins. Mais je me suis dit, je vais le faire, je dois le faire, et donc comment je vais faire pour capter l'attention? Et ça, c'est un point sur lequel on va tous se retrouver. On a tous cette problématique-là, qu'on soit dans une réunion d'ailleurs avec 5 collègues, qu'on soit dans une conférence, qu'on soit dans un cours, le premier point en commun qu'on a tous, c'est capter l'attention. Et donc, il y a tout un travail sur l'image que je vais utiliser uniquement, à la limite, pour cet objectif-là. Déjà, essayer de les capter, qu'ils soient avec moi, qu'ils regardent mon écran et plus le leur, c'était déjà mon premier objectif. Ensuite, contribuer à la mémorisation, ça me paraissait très important. Alors sans doute parce que personnellement, j'ai un rapport à l'image très fort et une visualisation importante des notions, des connaissances à travers la représentation, la schématisation. Mais après, pour avoir un petit peu approfondi cette question et eu quelques lectures, on a tous, hein, comme je le disais à tes étudiants tout à l'heure, on a tous des capacités de mémorisation qui sont liées au visuel et à l'auditif. En fait, on a tous ces possibilités-là, c'est simplement qu'on va les développer plus ou moins. Donc, on peut considérer qu'à peu près tous les étudiants qu'on a devant nous seront, dans une certaine mesure au moins, sensibles à l'image et ça va les aider à mémoriser. Autre outil, l'image, c'est un vecteur formidable pour susciter le débat. Et donc ça, je vous présenterai concrètement différents outils. Susciter le débat, permettre aux gens de parler, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec le photolangage, je reviendrai sur cette technique, qui est vraiment précieuse parce que même, j'insiste sur ce point, même avec un public de gens qui sont en difficulté, qui sont des étudiants, par exemple, je l'ai testé avec des décrocheurs scolaires, qui a priori n'aiment pas forcément parler en public, n'aiment pas l'école, hein, c'est la première base, et bien finalement vous leur demandez pas de parler d'eux, vous leur demandez pas d'être à l'école, vous leur demandez de choisir une image et de parler de cette image. Et ça met déjà en fait une protection qui permet, qui favorise le débat et la discussion. Donc l'image est vraiment un outil très intéressant de ce point de vue-là. Et puis le dernier, alors bon, ça c'est une vision hein, personnelle, je dois le reconnaître, c'est que pour moi le droit doit aussi être une matière de créativité. On l'a trop longtemps oublié. On a l'occasion de se confronter à ce point-là dans certains travaux de recherche. On a eu un atelier pour la première fois au Dropo à Montréal hier. Donc dans le travail d'écriture, de création, de recherche, on a ce volet-là de la créativité dans nos enseignements. Parfois, parce qu'on est pris par d'autres impératifs, notamment les premiers, hein, on oublie cette dernière dimension qui, à mon avis, aujourd'hui est très importante, parce que les juristes que nous formons ne sont pas, comme je le dis bien à mes étudiants, des machines apprenantes. Les machines seront plus performantes qu'un étudiant pour apprendre, mais seront des gens à qui on va demander d'être créatifs, de sortir des sentiers battus, de sortir des catégories. Et c'est pour ça que je pense qu'on doit aussi utiliser et développer des outils pour les ramener à cette créativité, et cesser les frontières entre les sciences. Et oui, on peut dessiner, oui, on peut exprimer le droit par la musique, par l'art, par le beau, par tout ce qu'on veut. Il y a d'autres façons aussi d'appréhender cette matière qui souffre de sa réputation un peu rigide. Le pourquoi, c'est fini. Voilà. C'est pour ça que je disais que mon plan n'est pas équilibré. Il est simple, mon pourquoi. Et pourtant, je dois avouer que finalement, vous faire ce schéma qui apparaît assez simpliste, m'a demandé beaucoup de réflexion, parce que j'ai dû revenir en arrière de ce que j'ai fait spontanément pour me dire finalement, quand je fais ça, qu'est-ce qui compte? Quelles sont les compétences? On parle beaucoup des soft skills et du développement en fait, des formations sous forme de compétences. Quelles sont les compétences? Quelles sont les idées, les objectifs que je poursuis quand j'utilise l'image? Donc là, on peut les schématiser de la façon suivante. Alors pour rentrer du coup concrètement dans quelle image,
j'ai fait une séparation entre le choix de l'abstraction, donc de l'image utilisée comme une abstraction, et le choix de l'image plutôt utilisée pour représenter une réalité. J'ai commencé par l'abstraction parce que c'est le moins intuitif. On va tout de suite plutôt se dire je prends une image pour illustrer quelque chose de concret. Mais à rebours, je trouve que le vrai travail qu'on a à faire comme juriste, enseignant et chercheur, c'est celui sur l'abstraction. Parce que c'est moins évident et qu'on voit bien qu'il y a tout un volet qui serait à développer. Alors pour vous donner une idée, j'ai repris, donc je vous évoquais le site de l'Oudrepo, j'ai repris l'image, le dessin, qui représente la première page de ce site internet. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'Oudrepo, car malheureusement c'est pas encore mondialement connu, c'est un groupe de chercheurs à l'origine, un petit groupe vraiment de gens qui se réunissent tous les 2 mois, qui travaillent sur l'écriture du droit, la créativité, qui s'imposent des contraintes et qui écrivent sous la contrainte comme le font les membres de l'Oulipo, ce courant littéraire que vous connaissez peut-être. Et avancer un petit peu dans nos travaux, nos réflexions, on s'est dit ça serait intéressant d'avoir un site internet pour regrouper l'ensemble des éléments, des contraintes qu'on pourrait lister sur ce site. Et on m'a confié la mission de créer ce site, et ma première difficulté c'est qu'est-ce que je vais mettre comme image pour illustrer l'Oudrepo. Alors c'est du droit, et c'est du droit assez particulier, c'est un univers assez fantaisiste dans le droit, si on peut dire, bien qu'il y ait une rigueur malgré tout dans le processus, et du coup je ne me voyais pas mettre pour la énième fois une balance, ou un palais de justice, ou des marches de palais. Enfin, je dis, il va falloir à un moment donné que les juristes soient toujours renvoyés à ce fameux glaive, à cette fameuse balance, à ces fameuses marches de palais, comme si on ne pouvait pas illustrer notre science par autre chose que ces éléments qui certes sont des symboles importants, qu'on pourrait quand même un peu dépasser. Donc, bon, évidemment, j'ai dépassé ces symboles, mais je trouvais que qu'une image concrète n'aurait pas pu illustrer la réalité de cet univers assez fantaisiste et créatif. Et donc, je ne pouvais pas aller chercher une illustration de personnes qui se croisent la main, de personnes qui marchent dans la rue, du palais de justice à Paris. Ça ne correspondait en rien, en fait, à cet univers-là. Donc, on a confié le travail à une dessinatrice qui s'appelle Cécile Yang, il y a ses coordonnées, qui n'est pas du tout juriste, et avec laquelle j'ai discuté pendant plus de 4 heures, en essayant de lui expliquer ce qu'on faisait. Alors, à l'époque, on n'était pas encore avancé comme aujourd'hui, donc je pense que la pauvre, elle ne devait pas tout à fait comprendre qu'est-ce que c'était ce groupuscule. Et comme c'est une femme extrêmement créative et qui a un univers très personnel et très intéressant, elle m'a fait cette proposition. Alors pas exactement tout de suite celle-là, on a retravaillé, on a amendé, mais ce qu'elle a compris, c'est qu'il y avait un tronc commun, qu'il y avait une volonté commune qui était plutôt une volonté ascendante, qui montait, donc elle a symbolisé cette dynamique intellectuelle, et qu'il y avait de l'explosion de partout. Il y a de l'explosion de partout, et on le voit dans la schématisation des fleurs, des branchages qu'elle a mis à différents endroits, avec cette idée de montée, de la pensée, etc. Et sur la page, donc là ça n'apparaît pas parce que c'est le dessin d'origine, mais sur la page on a ajouté des petits onglets de couleurs pour ensuite renvoyer à des parties du site beaucoup plus classiques, avec des illustrations, qui demandent aussi un travail de réflexion, parce qu'à chaque fois il faut trouver une image pour correspondre à un contenu. Et alors, je commence par là parce que c'est cette réflexion pour l'Oudrepo et pour la recherche qui m'a ensuite amenée à repenser beaucoup mon travail d'enseignante et mon rapport à l'image. Parce que je me suis rendu compte que finalement on ne le faisait jamais, nous les juristes, et que si de temps en temps on prend un petit dessin ou un petit objet, mais c'était pas systématique et c'était pas dans une démarche plus globale. Et donc, parce que j'ai été contrainte par Internet, parce que le monde Internet c'est un monde où s'il n'y a pas d'image, les gens ils ne cliquent pas. Ça c'est important parce que nos élèves ils sont en permanence dans ce monde-là. Ils sont dans un monde où ils cliquent parce qu'il y a un visuel. Et ça il ne faut pas l'oublier, ils ne cliquent pas parce qu'il y a une information. Alors c'est un peu caricatural évidemment, c'est un peu plus nuancé dans la réalité, mais le visuel est extrêmement important pour que les gens cliquent et adhèrent et accèdent au contenu. Après qu'ils le lisent, c'est encore un autre problème, mais qu'ils y accèdent déjà. Voilà. Donc ça, c'est l'élément, si on peut dire, de mon raisonnement. On a ensuite travaillé sur la couverture du livre. Donc, j'ai co-dirigé avec Marie-Ève Lacroix et Valérie Ménès-Redora. Et il faut encore un sujet compliqué.
comment illustrer le rapport entre le droit et la mort sans tomber dans le cliché attendu de mettre l'image de la mort elle-même, donc représentée par le corps du défunt, ce qui sont des images un peu lourdes, on n'a pas forcément envie d'entrer dans un ouvrage en voyant cette image-là. C'est la même dessinatrice, je ne sais pas si vous reconnaissez un peu la patte, je trouve qu'il y a c'est la même dessinatrice qui a travaillé sur cette ouverture, qui nous a fait cette proposition, et que j'ai trouvé, enfin on l'a tout de suite avec Marie-Ève, Valérie était un peu moins convaincue au début, hein, ce qui montre la subjectivité du rapport à l'image, qui est importante. Mais nous deux, on a tout de suite été convaincus. Et je ne crois pas que c'était pleinement rationnel. Il y a des choses qui nous ont évoqué notre travail, la construction, la collaboration de cet ouvrage, le fait qu'elle avait mis les fleurs en rouge et qu'elles étaient 3, comme les co-directrices de cet ouvrage, et que donc du coup, il y avait beaucoup de vie dans ce dessin, même sur un sujet comme la mort. Donc là, on est clairement dans de l'abstraction, et quand on est dans l'abstraction, c'est pas facile parce qu'on va pas forcément toucher tout le monde. Parce qu'on n'a pas le même rapport, la même sensibilité, le même langage. Là, on le voit bien avec simplement 3 personnes. On n'avait pas la même adhésion, en tout cas tout de suite, sur ce dessin-là. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas se l'interdire. Et alors ça, c'est un parti pris personnel. Je pense qu'il y a des moments où il faut se dire, cet outil-là touchera peut-être que 20% des personnes. Et c'est pas grave parce que je vais en utiliser un autre, à un autre moment, et que c'est pas l'essentiel de mon cours. C'est un outil de réflexion, un outil de débat, un outil de rupture. Et donc s'il y a finalement des gens qui n'y adhèrent pas, ça ne veut pas dire qu'il faut y renoncer par avance. On ne peut pas s'auto-censurer à mon avis. Donc ça, on pourra en rediscuter si vous voulez, je serais ravie d'avoir votre regard là-dessus, parce que je pense qu'on a tendance à toujours vouloir se dire, ben là il faut que tout le monde comprenne, ou le maximum comprenne, ou le maximum adhère. Sauf qu'en réalité, c'est pas toujours le cas, et il y a une séance où ça va pouvoir parler à quelqu'un, et la séance suivante, ça parlera à un autre étudiant qui sera peut-être un étudiant qualifié de mauvais, habituellement. Mais pour qui l'outil va renouveler, va redynamiser sa pensée et va l'aider. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention au fait de se dire par avance, là, sur de l'abstraction, j'aurais du mal à fédérer tout le monde, donc j'exclus. Je pense que c'est assez limite. Alors, autre exemple, assez concret, de collègues, donc on a eu une discussion dans le cadre toujours de l'Eudrepo, de collègues qui, un jour, ont débatté de différentes choses et puis qui disaient finalement, nous, on en a marre de parler de la fameuse pyramide de Kelsen pour expliquer la hiérarchie des normes. Et donc, à nos élèves, on leur explique, alors évidemment, après leur avoir donné les fondamentaux, on leur explique plutôt la relation des normes sous la forme d'un escargot. Parce que finalement, ben là, on retrouve le droit communautaire et puis la Constitution, qui ne sont pas forcément... c'est peut-être plus représentatif dans les cornes, enfin, cornes, je ne sais pas si on dit des cornes pour un escargot, mais les cornes de l'escargot que dans la pointe de la pyramide. Et ensuite, on voit la relation qu'il peut y avoir entre la loi, le règlement, qui ont plutôt tendance à avoir un rapport d'enroulement que de hiérarchie pyramidale. Et on a donc discuté avec toujours la même dessinatrice qui nous a proposé ce dessin-là. Alors pour être parfaitement honnête, je l'ai testé à des fins pédagogiques. Donc ça, c'est un travail de recherche. C'est-à-dire à partir de réflexions dans un cadre de recherche, on a conçu un outil. Et après avoir présenté à mes étudiants de manière relativement classique, sous la forme de la pyramide, avec les théories habituelles, j'ai fini par leur montrer l'escargot des normes. Et il y en a quand même quelques-uns qui me disent « Madame, on n'a rien compris à l'histoire de l'escargot. » Voilà, donc il faut le dire, il y a des échecs quand on tente des choses, il y a forcément des échecs. Et il y a forcément des gens qui vont vous dire j'ai pas du tout compris ce qu'il faisait là, l'escargot, en fait, après la pyramide. Enfin, parce que, simplement aussi, malheureusement, ils n'écoutent pas. Et ils nous perdent parfois dans les transitions. Donc, soit ils comprennent à l'envers, soit... Donc, voilà. Donc, après, il faut identifier pourquoi ça n'a pas été utile pour cet étudiant. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas écouté ou est-ce que c'est parce que vraiment le dessin ne lui parle pas? Ça mériterait d'être davantage étudié. Mais ça ne m'a pas arrêté dans ma dynamique. Oui? Il y avoir aussi le degré de compréhension des métaphores. Exactement, ouais. Vous avez raison. Et c'est pour ça que je commence par cette partie sur l'abstraction, parce que c'est celle qui est, à mon sens, la plus difficile à rendre... Je ne parlerai jamais d'universalité en parlant de pédagogie, parce que je ne suis pas convaincue, mais qui est en tout cas la plus difficile à rendre accessible à un grand nombre, parce qu'on n'a pas forcément le même sens de la métaphore, ne serait-ce que quand vous parlez avec un collègue qui n'a absolument pas de second degré. Ça nous est arrivé tous, là je sais que dans vos esprits vous êtes en train d'avoir un exemple qui se dessine. On a tous quelqu'un à qui on parle et quand on lui fait une blague ou un truc de 10 millième degré,
il le prend hyper au sérieux. On voit bien que dans nos rapports quotidiens à l'autre, on n'a pas les mêmes codes et les mêmes fonctionnements. Donc avec l'image, on retrouve ces biais-là et ces difficultés-là. Vous avez tout à fait raison. Oui. C'est une question un peu plus d'avatar, mais pourquoi vous êtes arrivé à l'escargot versus une petite bête? Ben ça, faudrait demander aux auteurs qui sont Lisa Carayon et Julie Matussi. Peut-être qu'elles ont eu un délire personnel et puis je pense qu'en fait elles ont trouvé que c'était intéressant. C'est vrai que les cornes, on pourrait trouver d'autres animaux, il y a d'autres animaux qui ont des cornes, mais je crois que ce qui était assez décisif, c'est l'enroulement. C'est l'idée en fait de la norme et puis du règlement et puis tout ça qui s'enroulent l'un dans l'autre, qui ne sont pas finalement dans cette position hiérarchique qu'on pourrait leur prêter parce qu'ils sont dans un rapport plutôt d'enroulement. Après, il y a peut-être d'autres animaux qui présentent cet enroulement, mais voilà. Libre cours à votre imagination, n'hésitez pas à me soumettre une contre-proposition, j'en serais ravie. Donc là, c'était pour finir sur cet aspect d'utilisation plus abstraite de l'image. C'est vraiment pour faire la transition avec la suite, parce que je pense qu'on peut le voir de différentes façons. Alors, je voudrais m'arrêter sur cette technique, vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai commencé à l'utiliser, vous faire un retour des plus et des moins, puis peut-être un retour presque en live, puisqu'on vient de le faire juste avant de vous retrouver. Alors, le photolangage, certains et certaines connaissent peut-être. C'est une technique qui est utilisée notamment par les psychologues, ou qui est utilisée parfois aussi au l'équivalent cégep, si on peut dire, pour faire discuter les enfants ou pour détecter des troubles. Et elle est utilisée aussi dans des ateliers de formation pour adultes ou des gens par exemple en matière de sécurité routière à qui on a retiré leur permis et on veut les sensibiliser aux différentes difficultés liées à la conduite par exemple sous la drogue, sous l'alcool, etc. Et comment j'ai découvert ça? Ben, je crois qu'il faut dire simplement les choses parce que, vous voyez, c'est pour ça que je dis ma démarche, je ne suis pas une spécialiste de l'éducation, je teste des choses que je vis. En fait, c'est parce que mon beau-père nous a fait faire ça à un dîner de famille. Et donc, il nous a fait ce test, il nous a demandé de choisir une image et puis il nous a donné une problématique et il voulait tester pour un de ses ateliers. Et en fait, en faisant ça, je me suis dit, mais c'est génial parce que si moi je prenais une problématique juridique ou si je posais la question à mes élèves, alors soit pour enclencher une séance, pour commencer une séance, et à ce moment-là, ben, ils n'ont pas encore les connaissances et vont être juste avec peut-être des présupposés, des préjugés qu'on va pouvoir désamorcer, ça c'est intéressant. Ou ils vont être avec des idées qui sont établies, qui sont pertinentes, qu'on va pouvoir approfondir, soit comme on l'a fait là juste à l'instant, pour conclure un cours et pour remobiliser des connaissances, que l'enseignant puisse préciser des choses. J'ai trouvé que ça avait un vrai potentiel. Donc j'ai détourné, c'est pour ça que j'ai utilisé détourner de la technique du photolangage, parce que des spécialistes de cette question-là et des psychologues pourraient être un peu outrés. Je ne m'en cache pas. Je ne respecte pas méticuleusement, au détail près, le protocole qui a été posé pour ces techniques-là. Je les ai un peu détournées parce que mon objectif, si on se souvient de mes objectifs du début, capter, ça marche vraiment bien, je trouve, capter, mémoriser parce que là on va approfondir, on va parler, on va reposer des fondamentaux et surtout ici susciter le débat. Alors créativité peut-être parce qu'on peut donner, c'est marrant hein, parce que l'étudiante qui est venue me voir à la fin, je leur ai dit il y a peut-être des matières où c'est peut-être plus difficile à première vue d'imaginer, d'illustrer, je pense parce que ce ne sont pas mes spécialités. Moi si je pense à quelque chose, je ne sais pas vous, mais moi je pense au droit fiscal ou au droit bancaire. Voilà. Quand je pense au droit fiscal ou au droit bancaire, j'ai pas immédiatement des images, de l'illustration qui me vient. Et une étudiante est venue me voir en disant mais vous savez madame, moi je suis spécialiste droit fiscal et j'apprends tout avec l'image. Je fais tout de manière imagée. Et je lui dis, bah, c'est formidable, envoyez-moi, parce que je serais très intéressée de découvrir comment vous imaginez une matière que vous connaissez mieux que moi. Et donc ça, c'est un point qui est intéressant et qui finalement, bah, la quatrième catégorie, on pourrait aussi la retrouver de la créativité. Et alors le photolangage, il y a plusieurs avantages. Ça coûte pas cher, et ça c'est un avantage qui n'est pas négligeable en innovation pédagogique, parce que quand on n'a pas de budget, il faut imprimer des photos ou acheter des jeux constitués de photos. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner les références de l'édition qui en fait plusieurs jeux. Moi j'en ai acheté un jeu parce qu'elles sont belles, les photos, elles ont un format qui est intéressant. Si le format est trop petit, c'est moins facile à appréhender. Autre avantage, c'est que ça peut ne pas prendre trop de temps. Alors justement, si on respecte vraiment la méthodologie, on est censé faire des séances avant de 2h30. On voit bien que là, on a pu tenter quelque chose. Moi, je trouve que c'est quand même pertinent
même à combien, ils étaient 40 étudiants à peu près, 40 étudiants sur 25 minutes. Tout le monde n'a pas pris la parole, c'est vrai, alors que normalement, le principe de cette méthode, c'est que tout le monde s'exprime. Mais quand j'ai plus de temps, j'oblige tout le monde à prendre la parole. Et ça m'est arrivé d'avoir parfois des résistances, mais y a une fille qui m'a expliqué à la fin qu'elle ne voulait pas, qu'elle n'adhérait pas à la méthode, etc. Mais voilà, une fois encore, je pense qu'on ne peut pas tout annuler pour une ou deux personnes qui n'adhèrent pas, comme par ailleurs, pour d'autres, ça fonctionne correctement. Il y avait une remarque? Une question, je sais pas, c'est quoi le photolangage? En fait, c'est vrai. En fait, ce qui est appelé le photolangage, c'est pour respecter en fait cette méthode qui a été développée, mais c'est en fait d'utiliser l'image. Vous mettez donc ces photos, là je pourrais vous les passer si vous voulez pour voir, puis vous les mettez sur la table au début de votre cours ou à la fin ou à un moment où vous voulez faire une pause, et vous demandez aux étudiants de venir choisir une photo après leur avoir posé une problématique. Donc là, par exemple, tout à l'heure, on leur a demandé quelle est l'image qui, pour vous, représente l'articulation entre la propriété et les limites de la propriété. Puisque c'était le cours que Gaël Mistral venait de tenir à ses étudiants pendant 3 heures et puis des séances précédentes. En fait, c'est une technique que j'ai utilisée de cette façon-là dans le cadre des enseignements. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou des questions sur la mise en place de cette technique? C'est vrai que je pense qu'il faut quand même, il y a peut-être une contrainte liée au nombre d'étudiants. Pour le coup, ça, je ne le tenterai pas à 200. Ou pas sous cette forme-là. C'est-à-dire que je pourrais éventuellement le tenter en utilisant une projection d'images au tableau et en leur demandant d'en choisir une avec un outil type, alors il y en a plusieurs, je ne sais pas ce que vous utilisez, si vous en utilisez. Kahoot, c'est un peu connu, mais ça fonctionne, comme ce sont des questions fermées, c'est pas très pratique. Et nous, à l'Université catholique, on utilise en ce moment Woodclark, qu'on est en train de tester, c'est une société belge. Et c'est vraiment pas mal parce qu'en fait, les questions sont beaucoup plus ouvertes. Et vous pouvez aussi fonctionner avec des mots-clés, donc ça apparaît au tableau, ça fait des nuages de mots, vous voyez, des choses comme ça, ou des pourcentages de gens qui ont eu telle ou telle réponse. Donc vous pourriez aussi, si vous avez un grand nombre de personnes, présélectionner des images et leur demander de choisir, mais ça change quand même, c'est pas la même je sais pas, dynamique. On va dire que ça fait moins parler les gens et donc ça développe moins certaines compétences qu'on pourrait attendre de cette méthode-là. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand même. Ouais. J'ai développé dans des cours de première année de sociologie un modèle d'évaluation à partir de production de photos par les étudiants. Ouais. On demande aux étudiants d'illustrer une problématique sociologique par rapport à la structure de la famille, par exemple, rapprocher de questions juridiques, des problématiques de filiation, des problématiques de migration, des problématiques de classe sociale, d'inégalité, peu importe. On leur fait un tout petit cours de cadrage de ce que peut être une sociologie par l'image ou de l'image, sociologie visuelle, pratiquement. Ce n'est pas l'objectif principal. Ils sont censés rendre à la fin du semestre une photo commentée, en partant de l'idée que la quasi-totalité des étudiants sont équipés d'un smartphone qui leur permet... Techniquement, on peut faire des choses très simplement aujourd'hui. Et il y a assez peu de réticence. Ils utilisent massivement la photo, Snapchat, Instagram, peu importe. Et donc, ça fait la deuxième année qu'on fait ça, avec des résultats, les chargés de TD sont plutôt satisfaits. C'est facile à évaluer. Ouais. C'est facile à évaluer, ça demande du travail, mais ça ne demande pas une grosse charge de concentration. J'entendais les collègues tout à l'heure parler d'évaluation qui demande beaucoup d'heures de correction. Là, pour le coup, on va voir si l'étudiante a compris le principe. Ça s'apparente, c'est pas exactement la même chose, il n'y a pas de proposition de cadre visuel. On suscite, là pour le coup, par rapport à ta question tout à l'heure, la créativité. Oui, complètement. En fait, je reviendrai sur cette démarche-là à toute fin, puisque mes 2 derniers volets étaient consacrés à la création d'images par l'apprenant. Donc non, je t'en prie, au contraire, c'est juste moi-même pour m'organiser et être recadrée que je m'impose ce rythme, mais ça me va très bien, ta remarque à ce stade-là, il n'y a pas de souci, parce qu'effectivement, en fait, là, la différence, c'est que l'image, c'est toi qui la proposes. C'est toi qui la propose, qui la choisis. Quand j'aurai plus de temps, j'aimerais bien développer, moi-même faire des photos
les développer et davantage choisir ce que je vais proposer. Parce que ce que j'aimerais bien tester aussi, c'est moi, ma subjectivité en choisissant ou en prenant une photo ou de quelque chose, comment ça va être appréhendé ensuite par les étudiants. Alors que ces photos-là, en fait, c'est un dossier précomposé que je n'ai pas moi-même constitué. Donc, en fait, à terme, j'envisage... Là, c'est l'enseignant qui est le vecteur, l'acteur du choix de la photo et qui prend en charge ce schéma-là. Donc, après, on va voir quand c'est l'inverse, qui est très intéressant aussi. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur cette technique? Vous connaissiez ou pas du tout? Non. Alors, donc, maintenant, revenons au choix d'illustrations concrètes. Donc vous avez vu qu'à travers l'abstraction, on a quand même déjà un panel de possibilités qui demande, je pense aussi peut-être, d'être soi-même un peu créatif. D'avoir soit un talent, ce qui n'est absolument pas mon cas, je suis nulle en dessin. En revanche, c'est vrai que personnellement, j'adore la photo. Donc, je ne dis pas que je suis une photographe hors pair, mais j'aime ça, j'aime regarder la ville et la vie à travers un objectif. Donc en fait, j'ai déjà... C'est pour ça que je reviens à ce que je vous ai dit en début de séance, il y a ce pédagogiquement vôtre. L'image, elle me parle moi, donc j'ai le sentiment qu'elle peut parler aux autres, et comme j'en suis tellement convaincue, je pense que j'en emmène avec moi. Il y a une part de toute façon dans l'enseignement où si soi-même on n'est déjà pas passionné et convaincu par ce qu'on fait, on ne risque pas d'emmener les autres. Donc voilà, ça c'est un premier point. Mais après, on peut avoir chacun des compétences, des sensibilités. Si vous avez davantage le goût du dessin que je ne l'ai, ça peut être aussi une option soi-même pour créer et produire des choses. Donc ça, c'est une réflexion sur plutôt l'abstraction. Et on a après, ensuite, évidemment, un gros travail sur les choix d'illustrations concrètes. Alors j'ai fait ici, je me suis efforcée vraiment pour essayer d'être concrète et constructive dans la séance d'aujourd'hui, de classer un petit peu les usages que je fais de l'image. Là, par exemple, je me suis dit finalement, dans mes cours, je prends des illustrations, pourquoi faire? Je les prends pour illustrer des concepts et des notions. Des notions qui ne sont pas si compliquées. Mais pour un étudiant, parce que c'est vrai que comme moi en plus j'ai vraiment les étudiants de 18 ans, parfois même 17 ans, sont des personnes jeunes, ils n'ont pas forcément, quand nous on parle d'un permis de conduire, on voit bien ce que c'est le permis de conduire même physiquement, on en a un dans notre main, alors peut-être pas tout le monde, mais voilà. Mais il y a des étudiants qui ne voient pas ce que c'est un permis de conduire, qui voient pas, et puis vous commencez à leur parler de plein de trucs, d'assurance, c'est très abstrait en fait. Donc pour vraiment poser les bases de réflexion, j'ai commencé avec cette image-là, que j'avais trouvée, que je me suis dit, je vais leur mettre une image où je vais préciser avec des petites flèches, c'est quoi la personne, c'est quoi la chose. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais ce que j'ai défini par chose non appropriée, c'est un pigeon. Voilà. Donc, bon, ici à Montréal, j'aurais peut-être pu mettre plus un écureuil, parce que c'est un peu l'équivalent du pigeon parisien, c'est l'écureuil du parc La Fontaine. L'idée d'une image de la personne, parce que c'est important de montrer que la personne, il y a l'image et qu'elle se détache. Et après, pour les spécialistes de cette question, on sait que c'est vraiment un objet de réflexion, la patrimonialisation de l'image, etc. Donc derrière un dessin un peu simple, qui a l'air tout simpliste, on se dit, bon, ok, est-ce que vraiment ils avaient besoin de ça pour comprendre ce que c'est qu'une personne, une chose non appropriée, sauvage, etc. Mais en fait, ça permet de poser un décor et de ensuite retrouver cette image à d'autres moments. Ça, c'est intéressant aussi d'avoir un personnage ou quelqu'un qui revient, donc on va dire, vous vous souvenez du pigeon tout à l'heure, vous vous souvenez du joueur, parce que vous allez en fait répéter et raconter une histoire avec l'image. Donc ça paraît moins austère parfois que des séances très techniques, et on le sait, en droit des biens, on a des séances qui sont quand même parfois arides. Donc un peu d'image, ça permet même pour nous en fait de relancer la dynamique. Donc là, c'était un des premiers petits trucs que j'avais testé comme ça. Et alors après, j'en ai testé d'autres, toujours dans la même logique. Ça, c'est tout bête. C'est vraiment tout bête, mais ça a vraiment changé entre l'année où j'ai mis la slide où il n'y avait pas de photo, et j'ai marqué en droit, il y a une grande summa divisio très importante entre les faits et les actes juridiques, et ensuite vous leur expliquez parce que c'est important, parce que ça a des conséquences sur la preuve, sur machin, etc. etc. Et juste cette slide, là j'ai pas beaucoup modifié, hein. C'est la slide telle que je la présente à mes élèves. Après je leur demande, je leur pose la question, je dis c'est quoi les faits, c'est quoi les actes, voilà. Et donc il dit comme sur la photo c'est un accident par exemple. Alors évidemment le problème, ce qu'on pourra m'opposer, c'est qu'on fait raisonner les gens par l'exemple. Donc ça peut être un risque. Si on raisonne toujours par l'exemple, on n'a plus le principe clé, et donc du coup on déconstruit peut-être le principe.
Ça, c'est un positionnement et un point de vue, je ne sais pas. Je suis prête à entendre la contradiction là-dessus. Mais moi, j'ai le sentiment quand même que c'est pas incompatible. On peut déjà avoir un exemple et puis revenir au principe. Et puis partir du principe, avoir un exemple, revenir au principe. Enfin, on peut avoir des allers-retours entre les deux sans qu'après l'élève se dise « Alors, les actes, les faits, c'est l'accident. C'est ça le danger. » Il ne faut pas qu'en fait, non plus, après, dans sa tête, il pense un acte juridique, ça ne peut être qu'un accident, par exemple. Donc ça, bien sûr, si votre cours se constitue uniquement de cette slide et que vous ne dites rien de plus, ce biais, il va exister. En revanche, évidemment, ce que vous voyez là s'accompagne d'un enseignement que je dispense, qu'ils ont à l'oral, ou sur lequel ils prennent des notes. Donc, je ne les laisse pas tout seuls avec la slide. C'est d'ailleurs une de mes grandes questions, parce que tout ça, je les mets en ligne, ces supports, à la fin de mon cours, pas avant, je les mets après. Alors, c'est un arbitrage que je fais entre... Ils ont d'autres documents avant le cours, hein. Mais ça, je le donne après, parce que je me dis que si je mets tout avant, ils ne vont plus venir. Et le problème, c'est que s'ils ne viennent plus, et qu'ils n'ont que la slide sans mes explications, ben là, il y a des biais qui vont se créer. Donc voilà, après, je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'expliquer aux gens votre démarche et la façon dont est construit votre cours. Et ils viennent me voir, hein. Il y a des étudiants qui sont venus me voir en disant « Mais madame, il y a tout dans les slides. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a tout sur les actes et les faits, là? Est-ce que vous pensez que c'est exhaustif ?» Un peu limité, quand même. Donc forcément, si vous ne venez pas en cours, si vous approfondissez pas dans les manuels à défaut de venir en cours, si vous ne posez pas des questions, vous ne préparez pas vos séances de travaux dirigés, ce ne sont pas ces deux images-là, sinon ça serait vraiment simple droit, qui vont vous permettre d'accéder à la quintessence de cette sous-mode division. C'est pas possible. Voilà. Mais on en est à ce stade-là aussi, avec des étudiants a fortiori très jeunes qui arrivent, qui sortent d'une autre logique, d'autres types d'enseignement. Il faut leur donner les codes et votre fonctionnement. C'est très important, parce que sinon après, vous passez du temps à préparer des choses qui ne servent pas ou qui les desservent. C'est encore pire. Donc ça, c'est un point qui me paraît important de souligner. Autre exemple, alors toujours les choses qu'on affecte sur le droit des biens. Droit des biens et personnes, hein, parce que finalement, est-ce que ce ne sont pas les deux faces d'une même pièce? Le Petit Prince. Alors, Le Petit Prince, c'est déjà tout un univers qui est quand même assez connu. Souvent, les gens connaissent Le Petit Prince. Pas forcément très bien l'histoire et ils n'ont pas tout en tête. Alors, pour vous donner un exemple très concret avec cette image-là, ce cours, je ne fais pas tout le temps comme ça, mais parfois je commence, j'arrive, je prends le micro, je leur dis rien et je lis une page du Petit Prince. Alors ça, c'est un moment que j'adore. Je crois que c'est mon moment préféré, parce que là, il y a un silence dans l'amphi. Il doit y avoir la moitié qui se disent « Qu'est-ce qu'elle a encore cette dingue ?» L'autre moitié qui écoute en se disant « Ah tiens, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu l'histoire du Petit Prince. » Mais tout le monde m'écoute. Et c'est vraiment jouissif pour l'ego. Et puis pour le but qui était de capter. On sait qu'à ce moment-là, les gens ils sont avec vous, ils vous écoutent. Et donc, ils sont dans l'écoute. Et ensuite, vous continuez votre cours en leur expliquant, voilà, à partir de cet extrait que je viens de vous lire, nous allons parler de telle et telle notion. Donc pour être très concrète, c'est la partie sur, vous n'avez peut-être pas en tête toutes les planètes du Petit Prince, mais c'est quand le Petit Prince visite le businessman. Et que le businessman lui dit qu'il compte les étoiles, parce que lui c'est quelqu'un d'important. C'est une belle vision du capitalisme expliquée au Petit Prince. Et le Petit Prince lui dit « Mais ça sert à quoi de compter les étoiles ? Parce que j'en suis propriétaire, parce que je les enferme dans un tiroir et je les possède. » Et le Petit Prince lui dit « Mais à quoi ça sert de posséder ? Parce que tu n'es pas utile aux étoiles. Moi je suis utile à mon volcan, je suis utile à ma rose parce que je l'arrose, à mon volcan parce que je le ramone. » Et donc là ça me permet de les faire réfléchir à la notion d'utilité et au rapport qu'il y a en fait en droit des biens autour de cette question d'utilité. Donc je pars d'un autre univers que le droit, je reviens à un univers très sérieux, mais vraiment là je suis dans ultra classique du droit civil, fondamentaux, donc j'ai pas abandonné ma mission d'être juriste, hein, tout va bien. Et ensuite dans le cours, on retrouve le Petit Prince par le visuel. C'est-à-dire que cette slide, elle arrive en général plus tard, et donc on va reprendre les différentes choses, etc. Et comme ça permet de remobiliser l'histoire, un visuel, donc ils auront entendu plusieurs fois, et ils pourront essayer de rattacher, j'espère, à cette histoire que je racontais et à cette réflexion. Parce que du coup, je les emmène aussi sur une vision particulière du droit des biens, une discussion possible, donc ça les ouvre à cette discussion-là. Donc, alors évidemment, je ne peux pas vous dire est-ce que ça marche pas, ça c'est toujours la grande question, je ne sais pas si ça marche ou ça marche pas. La seule chose que je constate, c'est quand ils m'écoutent, ça c'est déjà une victoire.
c'est déjà pas mal. Après, dans quelle mesure ça marche sur la mémorisation de long terme, moyen terme, etc. Ce que je constate, c'est sûr, c'est que la répétition, et ça d'ailleurs tous les pédagogues le disent, la répétition c'est un outil clé. Donc même à l'intérieur d'un cours, le fait de répéter et de reprendre un modèle sans avoir l'air de radoter, mais de remobiliser un univers, c'est déjà assez intéressant en soi. Voilà. Donc, dernier exemple que j'avais choisi, c'était ma petite pieuvre. Alors, normalement, elle bouge, ma pieuvre. Mais alors ça, c'est un de mes problèmes, c'est que, donc je fais une parenthèse là-dessus. Je ne sais pas si vous utilisez les dernières versions de PowerPoint, mais sur les dernières versions, Microsoft, d'ailleurs, qui faisait la semaine dernière une présentation sur le campus à Issy-les-Moulineaux, Microsoft a développé des nouveaux outils d'aide à la création, qui sont juste super. Je ne sais pas si vous les avez déjà découverts. Mais vous mettez des bullet points, vous mettez 2-3 idées et il vous propose plein d'éléments de création. Par exemple, tout à l'heure, le petit schéma avec les 4 idées, je les avais posées sur la slide et j'ai cliqué idée de création, il m'a fait ça. Bon, c'est pas révolutionnaire, mais c'est propre, c'est efficace, voilà. Et en fait, il le fait pour aussi les visuels. Il va vous proposer des mises en forme. Donc, je sais qu'un des freins pour utiliser ces outils-là, c'est le temps, parce qu'on n'en a pas, on n'en a jamais assez. On se dit toujours, mais comment je vais faire? J'ai déjà préparé le fond de mon cours, j'ai déjà préparé les travaux dirigés de mon équipe, j'ai déjà à assumer plein de tâches administratives. Comment je vais trouver le temps d'aller chercher des images pour illustrer mes cours? Ben, ces outils-là, moi, ils m'ont vraiment donné envie pas de passer plus de temps, parce que j'en passe moins. Parce qu'en fait, vous avez plein de raccourcis, vous cliquez sur des onglets qui vous ouvrent des moteurs de recherche d'images avec des accès en ligne sur des bases de données d'images libres de droit, même s'il faut se méfier de cette terminologie, mais là on a dans des fins pédagogiques, donc je pense qu'on est encore dans la possibilité d'utiliser un certain nombre d'images, sous réserve bien sûr des droits applicables, mais voilà, ça fait gagner du temps, c'est pas compliqué, et soi-même à la fin on en sort plus satisfait, parce qu'on se dit que on a repensé un peu les choses autrement, en illustrant son cours, on est sorti de sa zone de confort, on a repensé un peu ses notions, et j'ai pris beaucoup de plaisir et pas forcément beaucoup de temps, ça n'a pas pris plus de temps que d'habitude à refaire mes supports de cours. Donc là normalement la pieuvre elle bouge, c'est vachement plus rigolo sur ma version à moi, et c'est intéressant parce que ce que je voulais leur montrer avec la notion de preuve, c'est que déjà il y a plusieurs moyens de preuve, et puis il y a la difficulté probatoire, qui est un peu l'idée de jongler avec la preuve, et donc en fait, quand elle bouge, elle jongle avec les petits carrés. Donc là, on est aussi, alors peut-être un peu dans l'abstraction ou dans la métaphore, mais une métaphore plus accessible. L'idée de jongler avec des moyens de preuve, vous voyez, c'est assez parlant en fait, et en termes de mémorisation, je pense que ça peut être assez intéressant. Donc là, les exemples que je vous ai montrés, c'est quelques exemples sur l'illustration de concepts et de notions, tels qu'ils sont envisageables. Ensuite, alors, là, c'était un peu notre catégorie, qui est vraiment le sens premier de l'image, c'est-à-dire, pour parler d'un sujet, regardons-le. De quoi on parle, en fait, physiquement, visuellement. Alors évidemment, quand je fais le cours de droit à l'image, là, pour le coup, ce volet-là, il prend tout son sens. Comment faire un cours sur l'image sans montrer d'image? Je dis ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font des cours sans jamais montrer une image à leurs étudiants. C'est pas une critique, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut comprendre que vous n'allez pas avoir le même impact, vous n'allez pas susciter les mêmes réactions si vous n'utilisez pas l'image qui a été décriée ou qui a fait l'objet de la discussion en jurisprudence. C'est vrai que c'est... Alors là, c'est tout bête, par exemple. Le principe, c'est qu'on a une protection en droit civil et pénal, peu importe tant les éléments qui ont permis la captation. C'est pas une question qui mérite des débats pendant des heures, on la comprend vite. Et du coup, une slide comme ça vous fait aussi gagner du temps. Parce que plutôt de commencer à dire, vous voyez, il peut y avoir, on peut prendre un micro, vous pouvez même faire avec votre portable, enfin, ça vous empêche pas de le dire. Mais en tout cas, là, ils ont tout d'un coup. Là, normalement, le drone, il vole. Comme la pieuvre qui bouge, là, le drone est censé voler. Donc là, on va intégrer même des moyens comme le drone, ce qui permet de les faire réfléchir. Est-ce qu'un drone, c'est comme un appareil photo? Est-ce que c'est la même chose qu'une caméra? Mais en fait, on voit bien que peu importe le support, l'objectif, c'est de protéger la captation sans consentement de la personne, et que donc, du coup, il faut englober toutes les voies possibles de captation. Donc là, c'est vraiment prendre des choses concrètes, pleinement concrètes, plutôt que de faire une liste. J'aurais très bien pu faire une liste des éléments non exhaustive mais indicative. Pour moi, l'impact visuel ici, il est plus fort que la liste. L'image est plus forte que le mot, en fait.
Mais après, c'est une fois encore, j'entends toute... Notre singe Naruto, Marie-Ève. Alors là, donc dans mon cours, je mets le singe et je nous cite, hein, parce qu'il faut bien citer de temps en temps, ça fait plaisir, puisque nous avions écrit un article sur le selfie et le droit à l'image, l'autoportrait et le droit à l'image, et qu'on s'était intéressé à la question de ce fameux singe Naruto, qui s'était pris en photo lui-même après qu'un photographe ait fait une installation qui lui a permis en fait de juste activer le bouton et donc se poser des questions très intéressantes et très sérieuses de droit des biens, de rapport à l'image, de droit de la personne, alors de la personne parce que l'animal n'en est pas une, et donc on revient sur la classification chose-personne, donc c'était vraiment un point qui est intéressant. Et leur montrer le singe en question, bah, ça les arrête. C'est-à-dire qu'il y a la tête du singe qui s'affiche, du coup ils m'écoutent. Combien de temps, je sais pas, mais ils m'écoutent, ils sont là, ils se disent ah c'est marrant, c'est quoi cette histoire de singe? Si je leur dis juste, bah voilà, il y a un singe qui a été pris en photo, alors, ça va les intéresser quand même parce que c'est anecdotique, mais ça n'a pas le même impact et ça je le sens en fait. C'est pas, je peux pas vous dire, c'est pas expérimental, je n'ai pas fait un test, une démarche empirique, mais il y a un ressenti. On voit bien que les gens ils s'arrêtent, ils vous écoutent, ils vous regardent, ils regardent plus leur écran, et ça c'est grâce à l'image parce qu'elle les ramène à vous. Donc là, alors pareil, normalement le petit chien là il bouge, donc c'est le côté super mignon. J'aurais pu mettre un chat, hein, parce que normalement c'est les chats qui ont la prime de la mignonitude. Bon, ça touche pas tout le monde, mais il y a des gens qui vont trouver ça mignon, du coup comme c'est mignon, je regarde et j'essaie de comprendre. Et il y a derrière ça, il y a un discours, il y a des principes qui sont rigoureux, les mêmes qu'on pourrait communiquer de manière classique sur ces cours-là, mais qui vont passer de manière un peu plus souple. Autre exemple qui marche super bien, c'est celui-là. Alors je les garde parce que ce sont nos présidents et en plus il y en a 3 différents, donc on ne peut pas me taxer ne peut pas connaître mes convictions politiques, ça me permet d'être protégée du coup ça permet de discuter sur la question du droit à l'image et de la notoriété, puisqu'ils sont, vous voyez, dans des situations différentes, des postures soit officielles, soit des postures privées, donc ce sont des images qui vont les capter, qui vont les intéresser parce que ce sont des personnalités qu'ils connaissent. Et donc pareil, toujours dans cet effet de j'ai votre attention, vous êtes avec moi, on réfléchit à quelque chose. Après du coup vous pouvez les emmener sur la réflexion, sur l'importance de bah là est-ce que c'est parce qu'on est une personne connue qu'on n'a plus de vie privée, de droit à l'image? Est-ce qu'on renonce quand on est président à être protégé quand on est au bord de la plage, etc. Voilà. Est-ce qu'on peut, parce que clairement la photo d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, c'est un dossier entier qui est consacré avant la présidentielle au couple Macron qui se balade sur la plage. Ce ne sont pas des photos volées, hein. La posture n'est pas extrêmement naturelle. Enfin, je sais pas, peut-être on est des gens comme ça à la plage toujours sous de bonnes formes avec un super brushing. Mais voilà, on voit bien que c'est organisé, c'est orchestré, ce qui permet du coup de discuter la question de la patrimonialisation, de la cession, de la disposition, du consentement. Donc à partir de 3 images, on a vraiment aussi une réflexion sur des grands mécanismes et des grands principes qui fonctionnent assez bien. Dans un registre moins drôle, mais nécessaire, et là c'est un parti que j'ai, c'est qu'il faut aussi montrer des images qui choquent. Je travaille en leur montrant ces images-là quand je réfléchis à l'articulation entre la protection de la personne, la logique de dignité, et la liberté d'information, d'expression. Si vous ne montrez pas d'image, cette articulation pour des étudiants très jeunes est très abstraite, à mon sens. Et donc du coup, ils arrivent à comprendre qu'effectivement, quand même, il faut être protégé. Vous pouvez leur raconter plein d'histoires de jurisprudence, malheureusement, on en a beaucoup, et pas très drôles. Mais c'est pas le même impact que ce visuel que je trouve très fort, très dur. L'image de cet enfant, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image, elle fait quand même le tour du monde, qui a été supposée et entraîner des réactions politiques. On ne rentrera pas dans les débats parce que là je dépasserai le cas de cette intervention, mais c'était ce que voulait faire la photographe en tout cas, c'était faire réagir. Et moi je veux aussi faire réagir mes élèves. Et je veux les faire réagir sur le droit à l'image. Alors dire finalement quelle articulation? Est-ce que le père de cet enfant, qui lui avait été préservé des flots au contraire de sa femme et de ses enfants, n'avait pas son mot à dire? Est-ce qu'il n'a pas aussi son accord à donner pour que cette image elle soit publiée? Et voilà, à partir de quelque chose qui est vraiment dur, vous arrivez à avoir des discussions et les gens s'arrêtent. Alors, je sais qu'on peut avoir une réserve sur les sujets comme ça un petit peu sensibles, d'avoir peur de choquer les étudiants, ou de choquer, on en parlait, hein, choquer nos collègues quand on parle de thèmes, qu'on les aborde de manière un peu frontale.
je commence toujours ces cours-là en leur disant que ça ne va pas être facile, en leur disant que ça fait partie du droit, que je ne fais pas ça pour faire du sensationnel, et que comme un médecin qui doit être confronté à certaines réalités de l'humain, un juriste c'est pareil, il doit être confronté à des situations qui sont dures, et que si c'est trop dur pour eux, ils peuvent sortir, revenir, etc. Et cette année, je voulais vous parler de cette situation parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai une étudiante qui est venue me voir à la pause en me disant « Mais vous savez, madame, c'est vraiment dur le cours d'aujourd'hui pour des raisons personnelles, j'ai des problèmes de santé, etc. Donc pour moi, il y a des choses que j'ai du mal à entendre. M'en voulez pas si je sors du cours. » Et je dis « Mais je vous en prie, enfin, évidemment. Il faut prendre du temps, il y a des questions qui sont dures. » Je fais franchement, moi, vous savez, quand j'avais 20 ans, j'étais totalement hypocondriaque. Il a fallu que je travaille sur le prix du corps humain pour rationaliser plein de choses et aller mieux. Et ça m'a pris du temps. Et elle m'a regardée, elle m'a dit « Mais je suis comme vous, madame, c'est génial, etc. » Et puis elle est repartie s'asseoir. Et cette étudiante n'a jamais bougé de sa place. C'est-à-dire qu'il faut aussi à un moment donné rentrer dans le dialogue et expliquer pourquoi on fait les choses. Je pense que c'est important. Et dire aux gens que s'ils ne sont pas prêts avec cette démarche-là, vous n'allez pas les forcer, ça va pas être quelque chose d'agressif. Ils peuvent sortir, ils peuvent revenir, on peut rediscuter des choses parce qu'effectivement, il y a des images qui sont dures ou des choses auxquelles on n'est pas prêt quand on est jeune et même plus âgé au regard de nos vies, de nos situations. C'est vrai d'ailleurs pour tous les spécialistes de responsabilité civile et pénale, voilà, il y a plein de matières où il y a des moments où c'est pas facile, quoi, hein, donc malheureusement on n'a pas le choix. Alors toujours dans le même registre, l'affaire Orbody, ça c'est pareil, parler de la mort et c'est difficile, hein, comme je vous le disais pour l'ouvrage tout à l'heure, c'est aussi difficile en cours. Mais pour autant, j'ai pris le parti de leur montrer les images avant même de commencer à discuter de cette affaire. Alors, je ne sais pas si vous êtes allés voir, si des personnes sont allées voir cette exposition, parce qu'au Québec, elle a tourné, elle a été ouverte en plusieurs reprises. Elle a été à Montréal, elle a été à Québec aussi. Je ne sais pas si elle a été à Ottawa. Mais en tout cas, elle a été plusieurs fois exposée. Et en France, on a toute une jurisprudence, je ne sais pas si vous avez entendu, mais qui a interdit, ça n'arrive pas très souvent, les interdictions d'exposition, qui a interdit cette exposition, en tout cas qui a ordonné sa fermeture, puisqu'elle était déjà en train de se dérouler à l'espace Madeleine à Paris. Et donc, avant, au tout début, quand j'avais pas aussi, revenons aux réalités concrètes, quand j'étais dans des facs où je n'avais pas de vidéoprojecteur, il faut commencer par là, ce n'était pas facile de diffuser des images, vous imaginez. Donc, je ne commençais pas le cours en leur montrant des images. Après, j'ai commencé à leur dire, moi j'ai pas de vidéoprojecteur, mais eux ils ont quand même quelque chose, ce sont des ordinateurs, des téléphones, à leur dire, allez-y, de toute façon vous êtes déjà en train d'être sur internet faire autre chose, allez sur internet et regardez l'image, regardez à quoi ça ressemble un corps plastiné. Parce que quand vous commencez à parler de ça, il y a plein de gens qui vous disent, ah mais ça doit sentir mauvais, c'est horrible, c'est sale, mais non. Et c'est ça qui est intéressant juridiquement, parce que là on n'a pas des problématiques de salubrité, de cette dimension-là. Et donc finalement on montre tout de suite l'image, on démystifie un peu le processus et on sait de quoi on parle. Et ça je pense que c'est très important et que du coup j'entends, et moi j'ai la chance aujourd'hui d'être dans un établissement où j'ai un beau vidéoprojecteur et des beaux écrans derrière moi. Mais ce cours, je continue à le faire dans d'autres facs où il faut que je supplie pour traîner avec moi un chariot de vidéoprojecteur, voilà. Mais c'est pas grave, l'élève il prendra son téléphone, je passerai dans les rangs, il regardera sur son ordi, on la trouvera l'image. Elle ne sera pas projetée pour tout le monde au même moment, mais on la trouvera. Et on la verra ensemble et on en discutera au moment où je parle de la jurisprudence, où je parle concrètement des choses. Donc là, on est vraiment dans le concret parfaitement de cette image-là. Je parle de quelque chose, je montre et on analyse ce qui a fait l'objet d'un débat et d'une jurisprudence quand même en France qui a suivi première instance, cour d'appel, cour de cassation, puis a donné lieu de nouveau après à des contestations du point de vue de l'assurance. Donc ça fait l'objet d'une jurisprudence très importante sur cette question-là. Voilà. Alors, autre utilisation de l'image, un petit peu différente à mon sens, c'est une image qu'on va utiliser pour comprendre de quoi on parle. Alors, c'est proche quand même, hein, mais du coup, parfois vous parlez de certains sujets et on voit bien que les gens ils connaissent pas, donc la question des personnes intersexes. Encore cette année, quand j'ai fait ce cours, il y a un élève qui m'a dit « Mais madame, comment on peut naître sans avoir un sexe d'homme ou de femme ?» Et c'était pas méchant, c'est juste qu'il avait 17 ans, il n'avait jamais entendu parler de ça, et il savait pas ce que c'était, il n'arrivait même pas intellectuellement à le concevoir. Voilà. Et moi, je considère que c'est mon rôle aussi, et surtout pour ces questions-là,
en droit de la personne que d'informer mes étudiants sur une réalité biologique. Je ne suis pas biologique, enfin, je suis pas spécialiste de sciences naturelles. C'est dommage que ça n'ait pas été fait avant dans les cours de sciences naturelles finalement. Mais tant pis, je sors de mon rôle de juriste parce que comment réfléchir au droit s'ils ne comprennent même pas, ils ne savent même pas que ça existe dans la nature. Oui. Et donc en fait là, ces images-là, je les utilise en complément des histoires que je raconte. Je vais leur parler du cas de David Reimer, donc qui n'était pas un enfant né intersexe, mais qui était la victime d'une réattribution sexuelle. Je ne sais pas si vous connaissez cette affaire sordide, en fait, David Reimer, ensuite, il a été un peu le chef de file d'un courant de gens qui ont justement voulu obtenir plus de droits pour les personnes intersexes. Lui, il était né avec un sexe de garçon, mais suite à une opération, ils lui ont fait une ablation de ce sexe, puis il y a une infection, je vous passe les détails. Détails que j'explique à mes élèves en cours. Et en général, les visages des garçons à ce moment-là se crispent un peu, donc voilà. Mais c'est important aussi qu'on ressente même parfois dans sa chair les choses, parce que on mémorise, on comprend ce qui se passe. Et là, quand vous leur dites, voilà, on choisit de supprimer ce sexe masculin, et du coup on dit, puisque c'est plus un garçon, c'est une fille, et on l'élève comme une fille. Et ça a été une catastrophe pour cet enfant qui finira à l'âge adulte par se suicider, et pour son frère jumeau qui lui n'a pas eu cette ablation, qui finira aussi par mourir et devenir névrotique. Donc voilà, c'est une catastrophe en fait, sociale, humaine, etc. Et donc l'image ici, elle vient en complément de l'histoire que je raconte pour jouer vraiment son rôle de mémorisation. C'est-à-dire que là, ils ont le nom correctement orthographié, parce qu'il y a ça aussi, c'est tout bête, mais s'ils veulent ensuite rechercher l'histoire, aller compléter, si ça les a intéressés, ils vont retrouver, puis s'ils veulent me le citer dans les copies, un miracle. Voilà. Et donc pareil pour les 3 autres histoires. Alors ici j'ai utilisé les smileys, c'est un peu réducteur, mais c'était vraiment pour renvoyer cette dimension. Là c'est extrêmement triste, c'est une histoire dramatique qui a fait réagir et qui a permis sans doute un petit peu des prises de conscience, même si c'est loin d'être parfait. Cette histoire-là, l'histoire de Caster Semenya, je ne sais pas si vous connaissez cette athlète, donc qui en fait a plus de testostérone que la moyenne des femmes, et pour la fédération qui lui dit vous ne pouvez plus courir chez les femmes ou vous devez prendre des médicaments pour avoir moins de testostérone. Elle leur dit occupez-vous du dopage et puis moi on verra bien parce que je ne suis pas malade, donc, voilà, et je suis une femme, donc voilà. Et je leur ai mis, vous voyez, même il y a un lien hypertexte, et ils peuvent aller sur une vidéo où elle parle, il y a une entrevue avec elle. Donc en fait, il y a un peu une mise en abîme. Parfois, je regarde des petites vidéos avec eux en cours, mais quand j'ai pas le temps, ils peuvent les retrouver pour qu'ils continuent à revoir l'histoire et à essayer de réfléchir. Là, on est vraiment dans la réflexion. Après cette slide-là, je les emmène à l'état du droit français sur la question des personnes intersexes, à la décision de la Cour de cassation rendue en 2017. On décortique dans les détails l'attendu de principe qui en général mérite, donc du coup je suis à fond, et à la fin du cours ils sont comme ça, vraiment sur ce cours là, ils sont partis, ils leur dit bon bonne semaine, et ils m'ont dit merci, parce qu'en fait ça les a perturbés, et vous êtes perturbés, mon rôle c'était de vous perturber, et c'est pour ça que je suis pas un livre en fait, c'est pour ça que je suis un être humain qui bouge, qui parle, parce qu'un livre il vous perturbera sûrement pas de la même façon, il n'y aura pas cette liberté de ton en plus qu'on prend à l'oral. Et on prendrait sans doute plus de pincettes, alors peut-être pas tout le monde, mais la plupart des auteurs prendront plus une démarche descriptive, plus objective et moins enflammée. Voilà. Mais toujours intellectuellement honnête, c'est-à-dire en leur soumettant les différentes positions à chaque fois. Et puis là, en fait, pour finir sur une démarche positive, avec cette mannequin belge qui est intersexe et qui a fait son coming out intersexe, si on peut dire, et qui en fait a une vie... qui a l'air plutôt heureuse. Finalement, elle a trouvé un équilibre dans cette situation-là. Donc, on sort un petit peu du côté juridique strict, mais on les fait réfléchir et après, on les confronte à l'état du droit positif à l'aune de situations concrètes et existantes qu'ils ne connaissaient pas. C'est ça, en fait, le problème, c'est quand plus on est spécialiste d'une matière, plus on a l'impression que le monde entier connaît tout ça. Et même, c'est logique, nos propres collègues, pour le coup, mes collègues fiscalistes, parce que c'est la journée où je parle des fiscalistes, ils n'ont peut-être pas une connaissance comme moi de certaines questions. C'est normal, comme moi je suis nulle en droit fiscal. Mais en fait, il ne faut pas oublier ça quand on enseigne. On a tendance parfois à se dire, oui, ce que je dis là est un peu dit et redit, mais parce que oui, on l'a dit et redit et qu'on le sait nous, mais pas les autres.
Voilà, donc ça, et c'est l'avantage de l'image, c'est qu'on renouvelle aussi notre discours, je trouve. Ça nous redynamise un peu par rapport à des choses qu'on a pas mal envisagées. Alors, on en arrive au dernier volet qu'on évoquait avec toi, Marc, tout à l'heure. La question de la création de l'image par les personnes, par les étudiants et les étudiantes, par l'apprenant. Et je voulais vous parler ici principalement de deux choses. Je voulais vous parler notamment de l'utilisation que j'ai faite des Lego avec mes élèves. Et j'ai ramené, j'ai franchi l'océan, j'ai ramené celle que j'ai jamais démolie, la réalisation que j'ai préférée de toutes les réalisations de mes élèves, que je n'arrive pas à démolir et qui est dans mon bureau tous les jours. Je l'observe, cette petite réalisation Lego, et je vous expliquerai ensuite alors comment on en est arrivé à cette... Elle a un petit peu souffert du voyage, donc je la reconstitue là depuis le début de la séance. Je vous expliquerai comment on en est arrivé là, et comment, à mon sens, c'est aussi une image, en fait. C'est une création d'une image, comme ce que tu évoquais tout à l'heure avec la création étudiante par les vidéos, par les Lego. Alors pourquoi les Lego? Parce que j'adore les Lego. Enfin, il n'y a pas d'autre raison. En réalité. Ça a commencé comme ça, j'ai retrouvé ma boîte de Lego de quand j'étais gamine dans un placard chez mes parents et je me suis dit mais ça serait génial de faire des illustrations de jurisprudence ou de mécanismes juridiques avec des Lego. Et une fois encore, pédagogiquement vôtre, c'est cette idée, c'est que on part de choses qui nous ont plu, qui nous amusent, qui nous ressemblent, pour après les détourner et emmener dans notre univers des gens qui peut-être sont moins passionnés que moi avec des Lego. Donc du coup j'ai récupéré ma boîte de Lego, je l'ai emmenée à la fac et puis j'ai testé des trucs, j'ai tâtonné, j'ai mis en place des petits protocoles. Alors j'ai essayé d'abord, ça c'était parmi les premières réalisations, j'ai essayé au début avec des groupes de petits effectifs. Le groupe parfait c'était le groupe de 12, ça faisait 3 groupes de 4 et c'était un groupe avec lesquels j'ai travaillé sur l'introduction au droit sur un temps très réduit parce que je les avais 10 heures. Et dont 2 séances de 5 heures. Donc, intensif, très réduit, et pas des juristes de formation. Donc plusieurs quand même difficultés face à moi. Et donc à la fin d'une séquence de 5 heures, sur la dernière heure, j'ai consacré la dernière heure, je leur ai dit voilà, maintenant on a travaillé pendant 4 heures sur la hiérarchie des normes, certains mécanismes, l'articulation entre la loi, la constitution, Et bien, vous allez choisir une partie du cours et vous allez me la représenter en Lego. Je leur ai donné des briques et je ne donne pas les personnages. Parce qu'en fait, ça me permet d'aller les voir et de leur demander ce qu'ils construisent, ce qu'ils veulent prévoir, les rôles que vont jouer les uns et les autres, et ensuite je leur distribue les personnages. Alors pour l'anecdote, pour compléter ma collection personnelle de Lego, la fac a eu la gentillesse de m'accorder un petit budget et je suis allée à la Lego Store où j'ai choisi les Lego en fonction des choses auxquelles je pensais d'un point de vue de la justice. Donc là, je suis retombée dans les clichés habituels, puisque je leur ai pris des glaives, des perruques grises, parce que je me suis dit, les juges de la Cour de cassation, ils sont plus âgés, donc comme ça, il va y avoir des personnages plus âgés, etc. Donc avec ma collègue Caroline Croc, on s'est beaucoup amusé à la Lego Store, à sélectionner les personnages, les attributs, les éléments en fonction des usages. Prendre des enfants aussi, parce qu'on s'est dit, par exemple, responsabilité des pères et mères, donc il faut des Lego plus petits que les autres, enfin, voilà. Donc on s'est retrouvés avec des éléments qui correspondaient un peu à l'objectif qu'on poursuivait, à l'idée qu'on avait en tête, à là où on pourrait arriver, et donc on a un peu fait cette présélection. Mais après, on n'influence pas les élèves quand on leur donne l'outil. On leur dit pas par avance, prenez plutôt ça ou prenez plutôt celui-là. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on les laisse créer leur image en fait, du droit ou de la décision qu'ils sont en train de dire. Donc avec 12, ça marche très bien. Mon record à ce jour, c'est un amphi de 80. Voilà. Pas sûre que je tenterai à plus. Parce que 80 c'était déjà sportif, parce qu'en fait du coup j'avais fait 8 groupes je crois de 10, et en plus c'était en amphi, donc là c'est pareil, hein, les gens vont me dire non mais moi mon amphi n'est pas adapté, on peut pas construire des choses parce que du coup ils sont dos à dos. Alors là pour moi c'est pas un obstacle. Moi une fois j'ai sorti les étudiants, il faisait beau, on est parti dehors, on a fait des Lego dehors, pas un problème. En fait certes, on pourrait tout améliorer, tout changer. C'est pour ça que j'ai tenu dans la description de la présentation aujourd'hui à dire moi je cherche pas le bouleversement. Parce que le bouleversement c'est compliqué tout seul. Donc déjà si on cherche des outils pour bousculer un peu nos propres pratiques, et après qu'il y ait un bouleversement collectif, c'est souhaitable, mais il peut prendre plus de temps. Donc
Je ne vais pas casser tous les amphis du jour au lendemain et dire que ça ne sert plus à rien de faire un cours magistral. C'est d'ailleurs pas non plus ma position. Parce qu'il y a des moments magistraux dans le cours, il y a des moments de diffusion, d'information, ils en ont besoin. S'il n'y en a plus, bah, ils sont un peu perdus aussi. Donc c'est l'alternance qui me semble vraiment intéressante à parcourir. Et donc là, bah, les Lego, ouais, parfait. Les Lego, en fait, c'est utile parce que ça permet d'avoir une représentation visuelle. Et ça permet un travail collectif, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit oui, mais finalement c'est comme un schéma, quoi. Ouais, sauf qu'un schéma, à co-construire, c'est beaucoup plus dur. Sur une feuille de papier, alors que les Lego, ben, on peut tourner la plaque, on peut déplacer les éléments. Et alors du coup, dans le temps qui me reste, je vais vous parler de celle-là. Donc ici, en fait, la représentation, je vous la ferai passer, c'est la représentation de la question prioritaire de constitutionnalité. Alors, je vais la faire en version très courte, désolée pour les amis constitutionnalistes. La question prioritaire de constitutionnalité, c'est quand on veut s'assurer, une fois que la loi est entrée en vigueur, qu'elle est conforme à la Constitution. C'est sexy, hein, c'est bien technique. Ces élèves, ce que j'ai trouvé très intéressant quand ils ont construit ça, c'est que je les entendais parler en disant « Oui, mais la prof, elle a dit que le juge de première instance, quand il était saisi, il pouvait vérifier si c'était sérieux, etc. » Donc, c'est-à-dire qu'il y a des obstacles. Donc, ils ont mis un obstacle. Puis, je les entendais vraiment répéter, s'approprier les notions. Et de ce point de vue-là, c'était déjà une victoire parce qu'ils répètent, ils discutent entre eux, ils se corrigent. Et bon, bien sûr, quand c'est un petit groupe, hein, on est là, on peut davantage interagir avec eux. Et ils ont fait un truc génial, c'est pour ça que j'adore celle-là. Ils ont fait une petite passerelle, là, vous voyez, qui s'ouvre et c'est tout bête, qui se lève comme ça, un petit pont qui peut s'ouvrir, se fermer. Parce qu'en fait, la question, elle peut être transmise ou non. Et oui. Et quand elle n'est pas transmise, et bah, du coup, c'est fini, c'est ouvert, c'est pas transmis, et ça repart ici. Et en fait, ils ont représenté le processus jusqu'au Conseil constitutionnel, qui est représenté par une femme, avec un balai. Mais bon, c'est déjà pas mal, c'est une femme. Et donc là, ce qui est intéressant après, c'est que je fais passer les étudiants pour voir ce qu'ont fait les autres. Et les autres ne doivent pas leur dire ce qu'ils ont choisi, ils doivent essayer de deviner ce qui est représenté. Et bien celle-là, c'était incroyable parce que tous les gens qui passaient, ils disaient « Ah ouais, mais c'est la question prioritaire de constitutionnalité, c'est trop bien. » Directement, ils devinaient que c'était ça. Parce que c'est vraiment très éloquent dans la représentation, une fois qu'on a fait le cours, bien sûr, qu'on connaît la notion, et qu'on a pu s'approprier un peu les compétences. Donc j'ai utilisé comme ça pour restituer tous les cours de procédure. La photo que vous avez ici, c'est un cours de procédure civile où ils ont représenté les différentes transmissions des actes. Et ici, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont fait un petit escalier qui représente les différents degrés des juridictions pour arriver jusqu'à la cour de cassation, donc la haute juridiction. Donc c'est hyper intéressant. On n'aurait pas sur un schéma papier plat cette idée de montée ou d'hiérarchie qu'on trouve ici avec les Lego. Alors pour finir, dernier point, ça pourrait être une présentation en soi, mais je voulais quand même en dire quelques mots. Je pense que, bien sûr, il y a les outils, donc on a parlé tout à l'heure de l'image, de la production. Je le fais aussi avec certains étudiants, je leur demande comme examen final, parce que j'ai carte blanche dans cette formation-là, de me produire à partir d'un sujet très classique en droit des contrats, un type dissertation, sur support libre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils doivent répondre au sujet. Et donc j'ai des jeux, des vidéos, des dessins, des chansons. Là j'en suis à 3 ans sur cette formation-là. Donc j'ai un tas de trucs, si ça vous intéresse, je peux vous en envoyer des vidéos, des choses. C'est vraiment intéressant de voir ce qu'ils peuvent produire. C'est ce que tu évoquais Marc aussi dans cette création d'images. Comment ils s'approprient en fait les notions à travers l'image, à travers les productions. Et je pense que ça c'est un volet qu'il faut vraiment encourager parce que c'est extrêmement formateur. Et en fait on peut le faire de manière assez simple. Même avec un amphi, même avec un gros groupe, sans outils, sans rien. Et alors c'est pour ça que j'ai mis ça, c'est mon amphi, vous voyez, beau. Là il n'y a pas beaucoup d'élèves parce que c'était la pause, je tiens à le dire quand même, c'est pas que mes cours sont vides, c'est important. Et en fait, quand cet amphi-là est rempli, il y a 250 places, mais en général ils sont 200 à venir. Et la dernière fois, je sentais qu'ils n'arrivaient pas à bien comprendre dans le cours d'introduction le rapport entre les actes, comment ça se passait, l'instance, comment c'était introduit, etc. Et à la pause, je discute, je leur explique, à ceux qui sont venus me voir, me posent des questions. Je leur dis, écoutez, après la pause, je vous réexplique. Puis là, ils s'assiedent dans l'amphi, et je les regarde et je fais, est-ce qu'il y a des volontaires? Parce qu'en fait, on va la mettre en œuvre, la procédure. Alors, étonnamment, j'étais assez étonnée, il y a toujours des volontaires. Et donc, il y en a qui sont descendus, ils sont arrivés, je fais, alors vous êtes avocat, vous êtes huissier, je les ai placés comme ça, rien, pas de matériel, pas de déguisement, rien. Juste l'élève. Et j'ai fait répéter tout le monde, donc lui, il est huissier, il va où?
Alors il va voir lui, et après il fait quoi? Et en fait c'était un gros groupe, j'avais aucun matériel, et bon c'était complètement de l'improvisation, mais ça a trop bien marché. Et après ils sont repartis à leur place, et sur ces questions-là, plus tard je leur ai fait un petit clap, vous savez l'outil dont je vous parlais tout à l'heure, pour voir si, là-dessus il n'y a pas de problème, assignation, tout ça ils ont compris. Donc bon après évidemment c'est un peu... une fois encore, on ne peut pas trop... les retours, c'est facile de dire ça marche et tout. J'ai pas concrètement les notes d'examen et j'ai pas l'évolution sur plusieurs promotions. Mais une fois encore, si l'objectif premier, c'est déjà de les capter, de faire qu'ils soient avec vous, qu'il y ait des volontaires. D'ailleurs, tu l'as dit en passant, l'étudiante qui était mal à l'aise en cours, elle était volontaire ce jour-là. Et donc, en fait, vous avez impliqué des gens qui n'étaient pas forcément ceux qui se sentaient à l'aise au début. Ouais. Et juste pour finir, promis, je finis. Évidemment, ça c'est dans le cadre d'un grand amphi, parce que je m'efforce de réfléchir pour tout le monde, des idées qu'on puisse partager en se disant, bah, effectivement, le collègue qui a 1000 personnes en amphi, bah, ça il peut le faire, pas de problème. Parce que voilà, il suffit que lui parle en plus dans son micro, l'élève n'a même pas besoin de parler, donc l'élève devient un objet, c'est terrible. Mais, voilà, mais un objet utile pour la collectivité, alors du coup on peut peut-être se l'approprier, je sais pas, franchement je ne m'approprierai pas mes élèves, c'est trop de contraintes. Mais évidemment quand vous avez un plus petit groupe, c'est ce que je fais dans le cadre de la clinique juridique, où j'ai un groupe où ils sont que 12. Là c'est pareil, s'il y a parmi vous des gens qui enseignent les obligations, le droit des obligations, un étudiant de 17-18 ans à qui on dit là il y a une rupture des pourparlers. Il y avait une négociation, le contrat n'est pas formé, on fait tout le cours, classique, tout ça. Il n'a pas de vision de ce que c'est qu'un pourparler. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Il n'a jamais eu une discussion à part avec les commerçants de son quartier, je veux dire d'un point de vue économique ou d'affaires pour la moyenne des gens. Donc en fait c'est extrêmement abstrait comme notion. Qu'est-ce que c'est que des pourparlers? Et ben qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai pris. Alors vous voyez j'ai fait une photo d'eux. J'ai fait exprès de prendre les pieds pour pas avoir de problème de droit à l'image, parce que quand on l'enseigne, il faut faire encore plus attention. Et là, en fait, je les ai mis face à face et je les ai fait jouer des pourparlers. Et du coup, là, au bout d'un moment, j'ai écrit un petit mot à ce groupe-là et je leur ai dit maintenant, vous sortez sans prévenir les autres, vous partez vite de la salle et tout. Alors, ils n'ont pas tout de suite compris, il y en a un qui est sorti, puis qui essaie d'appeler les autres, alors ça n'a pas marché à 100%. Mais à la fin, ils sont tous partis, puis l'autre groupe, ils regardaient, ils ne comprenaient pas. Je les ai regardés, je fais, vous venez de vivre une rupture brutale des pourparlers. Voilà. Du coup, c'était une rupture brutale de pourparlers, c'était parlant. Et la semaine suivante, pareil, on a fait sur des avant-contrats, donc les promesses, des choses qui sont... Pareil, ils n'ont jamais acheté une maison, donc ils n'ont pas signé un compromis de vente, ils ont pas... donc ça ne leur parle pas. Bah, je leur ai fait jouer le rôle des clients. Et... donc là, on a aussi... on déborde un petit peu, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin, parce que c'est pas que de l'image, c'est déjà de la mise en scène, et donc c'est encore un autre, à mon avis, ça mériterait encore une autre réflexion. Mais on leur fait produire une image. Parce que c'est une image qui vont... là, c'est l'image des pourparlers, qui vont garder dans la tête en disant « Tu te rappelles quand on a fait ça ?» Et ça fait un peu une capsule de cet instant-là pour mettre en perspective leur apprentissage. Ils ont eu avant un cours en amphi sur cette matière-là, donc ils ont les connaissances qui le remobilisent. Et je le vois, hein, sur la clinique, c'est vraiment très intéressant. Ils sortent de la séance en ayant eu d'abord le cours magistral, les travaux dirigés, et ensuite la clinique, tout ça sur un même thème. Bah, franchement, celui qui n'a toujours pas compris à la fin, il ne se donne pas beaucoup de mal. Parce qu'ils ont là tous les outils du plus théorique au plus pratique pour appréhender une notion de manière assez constructive, puisque avec ma collègue qui fait le cours magistral, elle me passe ses cours, je sais ce qu'ils font, donc je le crée en cohérence des enseignements plus théoriques, on va dire. Voilà, je pourrais vous parler encore plein de trucs pendant des heures, vous l'aurez compris. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre écoute et cet exercice est formidable, merci Gaëlle, parce qu'il m'a obligée, moi, à essayer de ranger un petit peu les différentes pratiques et j'ai envie de le faire encore plus maintenant, donc je vais rentrer en France avec encore plus envie d'enseigner et ça tombe bien puisque lundi, je fais la hiérarchie des normes avec l'escargot et la QPC en Lego. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on a encore 5 minutes pour prendre quelques questions. Alors, il est 14h, donc c'est sûr qu'on... Vraiment, 14h04, même si vous avez une ou deux questions maximum. Après, si c'est de manière plus informelle, je peux rester discuter avec vous si vous le souhaitez aussi. Bon, bah, merci beaucoup. Merci Alicia. à vous. Je pense que ça peut se nouer après. Merci.
Gérant,